L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission L'Index. Ce soir, je vais d'abord m'excuser pour cette voix fatiguée et fatigante, ça fait partie des joies de l'hiver. Et ce soir, comme nous avons un invité pratiquement qu'on s'arrache ça et là, nous on l'a kidnappé entre deux avions, donc on va en profiter pour l'avoir avec nous pendant toute une heure. Il s'agit bien évidemment, comme on l'a déjà annoncé sur notre site, du professeur Omar Aktouf. Aujourd'hui, on va parler justement d'économie, on va surtout parler de libéralisme. Vous savez, par exemple, depuis le début de l'année 2015 et même avec 2016, tout ce qu'on entend, c'est austérité, coupe, rationalisation. De notre côté, ça c'est en ce qui concerne les citoyens. De l'autre côté, c'est subventions aux entreprises, congés fiscaux, etc. Tout ça, nous dit-on, pour augmenter un peu la compétitivité de ces compagnies-là et de ces entreprises-là, car ces dernières, elles peuvent toujours menacer de partir et s'installer ailleurs. En face des libéraux, il y a aussi un autre virage libéral très sec. Nous avons le Parti québécois qui a élu un chef parce que, justement, c'est un homme d'affaires qui a réussi. De l'autre côté, nous avons, bien sûr, M. Legault, le chef de l'Action démocratique du Québec, la coalition Avenir Québec, qui ne rate aucune occasion pour nous parler de cette chose très importante dans sa vie, bien sûr, celle d'avoir créé Transat, Air Transat, comme si l'État et la société étaient des entreprises qu'il faut absolument gérer, comme il a géré Air Transat. Donc pour parler de tout cela, et surtout, est-ce que la chose qu'on devrait savoir, pour vivre heureux, faut-il être chef d'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que d'entreprise. Tout d'abord, je vais accueillir notre professeur, notre invité, M. Omar Aktouf. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes un homme très occupé, vous voyagez beaucoup, vous êtes un peu partout dans les quatre coins du monde. Le moins que nous avons avec vous, nous allons parler justement de libéralisme. Aujourd'hui, est-ce que cette politique d'austérité, ces cadeaux énormes qu'on est en train de donner aux entreprises, je vais vous poser la question, pour vivre heureux, est-ce qu'il faut être un chef d'entreprise? Écoutez, ça c'est la grande mode depuis qu'on ne sait plus en fait quoi faire en termes d'économie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'aux années 50-60, l'économie, 70 même, l'économie c'était surtout de l'économie politique. C'est-à-dire une pensée économique, je ne dis pas une science exprès parce que l'économie n'est pas une science, c'est une pensée, une théorie, une description de comment fonctionnent les choses commerciales, les marchandises, les ventes, les achats, etc., les échanges. Mais jusqu'aux années 60-70, ce qu'on appelait l'économie politique, c'était une pensée, comme son nom l'indique, à la fois politique, qui vient du mot polis, qui est la cité, la communauté, le pays, la nation, la société, et l'économique, dont l'étymologie, peu de gens le savent, grecque, et oikos nomia, ce sont deux termes grecs. Oikos qui veut dire la maison, la communauté, et nomia qui veut dire la norme, la règle. Autrement dit, le sens étymologique du mot économie vient d'un terme grec ancien qui veut dire quelle est la norme, quelle est la règle pour assurer le bien-être de la communauté. C'est ça le mot économique. Alors, ça s'est transformé plus tard en accumulation d'argent. Comment accumuler l'argent? Petit à petit, le mot économie a glissé vers seulement comment prendre soin et comment accumuler, comment faire de l'argent. D'où l'entreprise et le chef d'entreprise, etc., dont vous parlez.
Mais ça, Aristote nous explique d'où ça vient. L'apparition de la monnaie, c'est le 7e siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Bon, donc disons 2-3 siècles avant Aristote. Et Aristote voit apparaître la monnaie et il dit, attention, l'argent, la monnaie, c'est bien comme moyen d'échange. Il vaut beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile de voyager pour faire du commerce avec des pièces de monnaie ou des billets, à l'époque on appelait ça des rôles et des contre-rôles, d'où vient d'ailleurs le mot contrôle, c'est-à-dire des parchemins où celui chez qui on déposait sa marchandise, qui devait la vendre et chez qui on venait récupérer de l'or ou de l'argent, chacun signait, on déchirait en deux, et puis celui qui venait avec la moitié qui correspondait prenait la marchandise. Ça veut dire que le vendeur avait reçu son argent. D'où le mot contrôle, rôle et contre-rôle. Donc c'est juste pour un peu d'instruction, savoir d'où ça vient tout ça. Et jusque-là, donc, Aristote dit, si la monnaie permet de voyager sans chariot de barils d'huile ou de sacs de blé ou de chaussures, etc., pour échanger avec des vêtements ou de la viande, ben c'est bien, la monnaie c'est bien. Mais il dit attention, la monnaie a un mauvais côté qui va finir par provoquer la perte de l'humanité. Il a dit ça au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est devenu, notamment dans l'islam, riba haram, c'est-à-dire l'argent qui fait l'argent, l'argent qui multiplie l'argent, le fait de vouloir accumuler l'argent pour l'argent. L'usure dans le christianisme aussi, qui est un péché mortel. Bon, tout ça, ça nous vient d'Aristote. Hein. Donc Aristote dit attention. Alors je répète, le premier côté de la monnaie, c'est bien, les échanges, on voyage avec des pièces de monnaie, des billets, c'est plus facile, mais il y a un danger mortel. C'est que la monnaie est la première chose qui apparaît dans l'humanité, depuis que l'humanité existe, qui va donner à l'être humain l'illusion de quelque chose qui peut s'accumuler à l'infini. La monnaie, on peut l'accumuler à l'infini. Il n'y a pas de... Surtout maintenant qu'on a des digits. Maintenant, on accumule... D'ailleurs, il y a des lois qui se votent. Il y a des pays qui ont éliminé la monnaie, carrément. Je ne sais plus qu'un ou deux pays européens qui l'ont éliminé carrément. Mais il n'y a plus que les cartes. Il y a un débat aujourd'hui même au Canada sur... On en parle. Exactement. Alors, donc c'était digit, tout simplement. Alors, Aristote dit, attention, cet aspect-là de la monnaie, qui donne l'illusion de quelque chose qui peut s'accumuler à l'infini, est nouveau et dangereux. Parce qu'avant l'apparition de la monnaie, c'est-à-dire l'argent, personne ne pouvait avoir l'illusion d'accumuler des barils d'huile à l'infini, des chaussures à l'infini, des sacs de blé à l'infini. Celui qui fait ça, il passera pour un fou. Mais maintenant, il y a l'argent. Et il a appelé ça l'ennemi de l'économique. Et il a appelé ça la crématistique, qui vient de créma, qui veut dire argent en grec, et le suffixe atos, qui veut dire accumuler, poursuivre et reproduire. Et c'est de là qu'il a traité d'ailleurs le fait de faire de l'argent avec de l'argent. Il a appelé ça le tokos, qui veut dire bâtard en grec, mais dans un sens très péjoratif, très fort. Bon. Alors donc, voilà d'où ça nous vient tout ça. C'est que petit à petit, on a oublié l'économie politique, on a oublié la société, on a oublié la nature, on a oublié l'être humain, on a oublié la communauté, et on a oublié l'écologie, et on a cru que l'argent, par l'argent, pouvait tout faire, y compris réparer les dégâts écologiques. Donc c'est comme si aujourd'hui, l'écologie, bon, c'est la maison de l'humain, l'oikos logos, le discours sur la maison. Oikos, la maison, logos, c'est le mot écologie. Donc, c'est comme si l'écologie dépendait de l'économie, alors que c'est l'inverse, totalement. Aucune économie n'est possible sans maintenir une écologie viable. Alors, où ça nous a conduit tout ça, cette combinaison, illusion d'accumuler l'argent pour l'argent à l'infini, et oubli de la nature, oubli de l'être humain, oubli de la communauté au profit de l'argent, ça nous a conduit à la situation qu'on a appelée le néolibéralisme, qui est né autour des années 80, 85. Pourquoi ? Parce que, à ces décennies à peu près, se sont séparées les deux grandes
courbes qui sont la courbe de l'accumulation du PNB, du produit national brut ou du PIB, qui se chiffre en accumulation d'argent, peu importe d'où vient cet argent. Hein. Le PNB, le PIB dont le Couillard parle sans arrêt, etc., la CAC, le GO, tout le monde en parle, il faut augmenter le PNB, il faut augmenter le PIB, il faut tout le monde. Eh bien, vous pouvez augmenter le PNB avec des guerres. Vous pouvez augmenter le PNB en organisant un divorce national. Si tous les Québécois et les Québécoises mariés divorcent, le lendemain, il faut 2 avocats chacun, 2 appartements, 2 automobiles, 2 frigos, le PNB double. Vous organisez une épidémie de pneumonie nationale et vous doublez le PNB. Vous organisez un accident national, que tous les Québécois et Québécoises, quand une voiture ou un camion fassent un accident, et le PNB double, parce qu'il faut des grues, il faut de l'acier, il faut des garages, il faut de la tôle, il faut des garagistes, il faut... Ouais. Alors, augmenter le PNB pour le PNB, c'est de la folie. Parce que le PNB peut augmenter par la pollution, par la drogue, par la toxicomanie, par la maladie, par les catastrophes, par les guerres, par la malvie sociale. Tout ça augmente le PNB. Donc, il faut chercher autre chose. Alors, cette autre chose, c'est la qualité de la vie. Mais la courbe de la qualité de la vie, c'est séparé de la courbe du produit national brut mondial, à peu près 1985-90, pour les pays riches. Hein, pour les pays riches. Donc, le PNB continue à augmenter, les qualités de vie dégringolent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, à partir de, disons, 85, chaque dollar supplémentaire du PNB mondial depuis 1985 provoque plus de dégâts que le dollar antérieur. Dégâts en quoi? Chômage, pollution, pauvreté, salaire qui diminue, etc., etc., et pollution, et on appelle tout ça compétitivité. Alors, maintenant, plus concrètement, comment ça s'est fait, d'où c'est venu, et comment le néolibéralisme et l'idée d'entreprise a pris le dessus. Il faut comprendre que, parallèlement à cette séparation de ces deux courbes, la courbe de la multiplication de l'argent pour l'argent, la finance est l'ennemi de l'économie. Hein. Ceux qui croient que la finance, c'est l'ami et le soutien de l'économie se mettent le doigt dans l'œil jusqu'aux chevilles. Hein. Plus on accumule de la finance, plus on tue l'économie. Parce qu'on peut déclarer ou fabriquer de faux profits très rapidement en faisant deux choses catastrophiques, le chômage et la pollution. Alors, vous licenciez aujourd'hui 50 000 personnes sur 200 000 de votre... D'ailleurs, tout le monde licencie, vous avez vu, Bombardier, etc., etc. Et ils disent, avec cynisme, nous licencions pour plus de compétitivité. Donc, il est clair aujourd'hui que la compétitivité économique, qui est devenue accumulation financière, parce que Bombardier a pris un virage financier depuis quelques années, ce sont les financiers qui ont pris le pouvoir, notamment contre la famille Baudouin. Donc, ça doit se faire contre l'humain et la nature. Oui, et même l'État lui-même, qui par exemple avait une fonction publique assez importante, il procède à des dégraissages, à des coupures donc, au niveau de ces services-là. Oui. Et on nous dit justement, c'est pour rationaliser, parce que l'État aujourd'hui est fauché, il n'a plus l'argent qu'il avait dans le passé, il ne peut plus soutenir les mêmes services. Absolument. Donc on procède au démantèlement un peu de ce qu'on appelait le modèle québécois. Et moi, ce que je veux comprendre, pourquoi l'État aujourd'hui est plus pauvre qu'il n'était dans les années 70, dans les années 80? Qu'est-ce qui a changé pour que l'État est devenu aussi pauvre? Pourquoi on n'est plus capable de soutenir ce modèle québécois qu'on a soutenu depuis des décennies? C'est à quoi j'allais venir. Mais il n'y a pas qu'au Québec, hein. Ce n'est pas que le Québec, c'est mondial, c'est partout. Tout à fait, oui, bien sûr. Malheureusement, même les pays sociodémocrates comme la Scandinavie, comme l'Allemagne, tout ça, de plus en plus, ils sont obligés de devenir plus économie libérale que ce qu'on appelle d'ailleurs le social-libéralisme, malheureusement. Alors la raison en est que, je reviens à ces deux courbes qui se sont séparées, vous vous souvenez, l'économie est économie réelle ou n'est pas. Alors qu'est-ce que l'économie réelle? L'économie réelle, c'est ce que nous faisons avec les utilités réelles, c'est-à-dire les tables, les chaises, les voitures, l'élevage de poulets, la viande, la boucherie,
les bâtiments, c'est ça l'économie réelle. Voilà, c'est ça qui fait fonctionner et l'économie et la société et qui garantit l'équilibre entre société, économie et la nature si on l'aménage. Ça c'est l'économie réelle. Mais le problème, c'est cette fameuse crématistique. Accumuler l'argent pour l'argent. Les entreprises, les entrepreneurs, etc., l'illusion d'un PNB, d'une croissance qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase d'Einstein qui a dit « Toute personne qui croit à une croissance infinie est soit un fou, soit un économiste. » Et il a ajouté une autre phrase que j'aime bien, c'est « Pour la physique, il est certain qu'il y a deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. » Quoique, pour l'univers, on ne soit pas encore sûr. C'est une seule certitude, c'est la bêtise humaine. Oui, ça c'est une certitude. Bon. Donc l'économie réelle a arrêté de progresser, 85 à peu près, 90, donc quand même, j'ai fait toute une recherche là-dessus avec une certaine méthodologie. Un économiste chilien célèbre qui a obtenu le prix Nobel alternatif d'économie, qui s'appelle Max Neef, est arrivé au même résultat que moi, avec la même intuition, en utilisant une autre méthodologie. Et un groupe d'économistes de gauche américains sont arrivés aussi au même résultat en utilisant une autre méthodologie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du discours qui sort d'un chapeau de socialiste attardé ou quoi. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est ce discours? C'est le suivant. Ces gens-là, à partir de la fin de la révolution industrielle, donc 1900, et puis surtout le temps glorieuse, après la Deuxième Guerre mondiale, ont voulu faire du profit maximum. Or, sur cette terre, il n'y a rien de maximum. Et c'est ce que disait déjà Aristote. Il disait cette illusion de faire de l'infini dans le fini, c'est-à-dire infiniment d'argent dans un monde qui finit, puisqu'on sait que notre monde est infini, il n'est pas infini. Il a dit ça ne pourra se faire que par la destruction. Il a dit ça au IVe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Bon. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient faire le maximum de profit avec le maximum d'arbres. Maximum de profit avec le maximum de morues. Maximum de profit avec le maximum de sardines. Vous comprenez? Maximum de profit avec le maximum de pétrole. Maximum de profit avec le maximum d'or. C'est une croissance qui ne veut qu'elle-même. Mais la Terre ne donne le maximum de rien du tout. La Terre ne donne pas le maximum de morues. Elle donne les morues qu'elle peut. Elle ne donne pas le maximum d'arbres. Elle ne donne pas le maximum de sardines. Il n'y a rien de maximum sur cette Terre. Absolument rien. Le seul phénomène naturel qui fait le maximum pour le maximum, comme le chef d'entreprise, ça s'appelle le cancer. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres phénomènes de la nature, c'est les équilibres. Ce qu'on appelle les équilibres homéostatiques. Si on prend un exemple très simple, vous avez un bosquet, un bois, où il y a des loups et des lièvres. Le nombre de lièvres augmente, augmente, augmente. Il arrive à un certain seuil où il nourrit plus de loups que naissent de lièvres. Donc les loups mangent les lièvres plus vite qu'ils ne naissent. Les lièvres baissent. Ils baissent, ils baissent, ils baissent. Ils arrivent à un certain seuil où il n'y a plus assez de lièvres pour nourrir tous les loups. Les loups diminuent. Les lièvres augmentent. Et ainsi de suite. C'est ça la nature. C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction négative. Rétroaction négative. Toujours équilibre. Équilibre homéostatique ou stationnaire. Bon. Mais la croissance infinie, c'est la rupture de cet équilibre. C'est une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire toujours dans le même sens, ascendante, vers le maximum, vers plus l'infini. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne par exemple qu'aujourd'hui, on a un indice qu'on appelle Earth Overshoot Day. C'est le jour où on atteint dans l'année tout ce que la Terre aurait dû donner dans toute l'année. Et ce jour recule chaque année. En 1993, le 21 octobre, on avait déjà atteint ce que la Terre aurait dû donner au 31 décembre. C'est-à-dire qu'on vivait avec 2 mois et demi, 3 mois de crédit sur 94. 2003, c'était le 22 septembre, c'est-à-dire un mois plus tôt. Donc en 2003, on vivait avec 4 mois à crédit sur 2004. En 2015, c'était le 13 août. Donc depuis 2015, 13 août 2015, on a commencé à vivre avec 5 mois de crédit d'avance sur 2016.
En 2016, moi je parie que ce sera le 1er juillet, autour du 1er juillet. Ouais, Donc on va vivre avec 5-6 mois de crédit sur 2017. Alors voilà ce qui a amené dans les années 85-90 un arrêt brutal de cette économie réelle, et cette économie réelle a commencé à rétrécir. Et donc l'économie réelle rétrécissant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'argent réel, qui n'est pas de l'argent de spéculation, de l'argent d'intérêt, de l'argent de etc., qui n'est que des digits, qui ne sert pas à alimenter l'économie réelle qui fait la solidité d'un État. La solidité d'une économie d'un État, c'est les capacités installées, c'est les machines, c'est les usines, c'est les routes, c'est les autoroutes, c'est les aéroports, etc. Ce n'est pas les digits accumulés dans une bourse. Il faut bien comprendre ça, il faut bien comprendre cette différence. Donc cette économie réelle a arrêté de progresser, a commencé à rétrécir. Les États se sont retrouvés avec moins d'argent. Pourquoi? Parce que les patrons, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, etc., comme on les appelle, les multinationales, les business, voulant faire plus d'argent, ne pouvaient plus le faire avec plus d'arbres. Ils les ont épuisés. Ne pouvaient plus le faire avec plus de pétrole. On a atteint le plateau. Ne pouvaient plus le faire avec plus de gaz. On a atteint le plateau, etc., etc. Donc, comment faire malgré tout de l'argent? Donc, on va prendre une image. On prend la tarte de l'économie mondiale. 85-90, la tarte ne grossit plus, le gâteau ne grossit plus, commence à rétrécir. La part des plus riches, qui a grossi depuis le XVIIe siècle, 3 siècles les Lumières, les techniques, les communications, les colonisations, les empires, etc. Bon, cette part des plus riches, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leur part reste minimum telle qu'elle, soit qu'elle augmente, plutôt qu'elle augmente. Mais comment faire augmenter sa part du gâteau quand le gâteau ne grossit plus? On prend sur la part des autres. C'est ça la politique Couillard. Mais justement, en parlant de cette économie réelle, etc., les gouvernants aujourd'hui, Couillard, les autres, et même ceux qui sont aujourd'hui au niveau de l'opposition, et comme vous l'avez dit, ça ne se passe pas seulement ici au Québec, même ailleurs. Les gouvernants nous disent, nous sommes des gens qui font de la politique réelle, nous sommes confrontés au réel, nous ne sommes pas dans les théories, nous ne sommes pas dans la philosophie. La réalité est que l'État a des revenus et des dépenses. Oui. Donc, c'est une colonne par là, une colonne par là. Quand on fait l'addition, on se retrouve pour avoir cet équilibre, pour avoir justement équilibré les dépenses de l'État. On doit ou bien couper ici, ou bien augmenter les revenus de l'État. Or, les revenus de l'État aujourd'hui, on n'est plus capable de les augmenter, sauf si on se met à imposer, à augmenter les taxes, à aller chercher peut-être à imposer plus d'argent pour les banques ou les grandes entreprises, etc. Ce que personne ne veut faire aujourd'hui, parce que ces entreprises-là risquent de partir ailleurs. Parce Oui, que ça c'est la chanson. c'est exactement qu'on nous raconte tout le temps. Oui. Face à cette réalité qui est devant nous, donc on doit couper quelque part. On coupe ce qui est plus facile, c'est-à-dire au niveau des citoyens. Parce que quand on regarde ce qui a été coupé au niveau des services ici, c'est ce qu'on a redonné un peu aux entreprises privées pour les maintenir ici au Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'on n'est pas devenu des otages de ces entreprises-là? C'est elles qui décident de tout. Mais absolument, absolument. Il y a un certain nombre d'années, il y a une dizaine d'années à peu près, que j'enseigne quelque chose qui est parti d'un livre que je suis en train de terminer, je ne sais pas quand je le terminerai, que j'appelle la phase fasciste du capitalisme. Et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul. Qu'est-ce que c'est le fascisme? Le fascisme, c'est quand une minorité impose ses intérêts à la majorité. Voilà, en gros, bon, par diverses façons. Pour les Italiens, ils disaient à une certaine époque que la véritable image d'un peuple, ce n'est pas le Parlement, c'est l'armée. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est la véritable image d'un peuple, c'est l'entreprise. Exactement. Voilà. Donc, les politiques, ce sont les bras armés, les soldats des entreprises. Point à la ligne, ils sont les otages des entreprises, les otages des multinationales. Bon. Donc, et le fascisme, c'est aussi utiliser le mensonge comme arme politique. Alors, écoutez, s'il vous plaît, ce qu'on nous raconte par les télévisions et les discours politiques, etc.
ils se contredisent d'un jour à l'autre, juste à écouter Pierre-Carl Pelado, enfin combien de fois il a dit le contraire d'une chose et son contraire et le contraire du contraire, et tous d'ailleurs. Bon, Couillard qui a fait un virage écologique épatant, incroyable depuis qu'il revient à Paris, il a vu la lumière, etc. Bon. Donc, oui, alors, ça c'est ce qu'on a appelé à un moment donné la crise de l'État. On appelle ça la crise de l'État. L'État n'a plus d'argent. L'État est pauvre, l'État est fini, l'État... Bon. Alors, comme vous l'avez si bien dit, oui, l'État, il y a une colonne des rentrées, il y a une colonne des sorties. Enfin, bon, il y a un flux d'entrée, un flux de sortie d'argent. Le flux d'entrée de l'État, il vient d'où? À part quelques monopoles qu'on appelle naturels, c'est-à-dire les grands biens communs, comme, je ne sais pas moi, le chauffage, l'électricité, les transports, l'éducation, qui devraient être, ou les ressources stratégiques, comme le pétrole pour l'Algérie, ou l'hydroélectricité pour le Québec, ou etc., qui ne doivent pas être laissés au privé, parce que sinon on va priver la majorité de la population de services indispensables, plus qu'essentiels. Eh bien, les rentrées de l'État, c'est l'impôt. Prenez la Suède, par exemple, son PNB est constitué d'à peu près 50 à 60% d'impôts. Mais tout le monde paye l'impôt, tout le monde. Tout le monde, 50% d'impôts. Entreprise, pas entreprise, riche, pas riche, tout le monde paye son... Et c'est de là que l'État récolte ses entrées. Or, si on regarde comment le Québec, ou le Canada, ou les États-Unis, ou la France aujourd'hui, ou pendant la France, j'ai lu ça récemment, le CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises françaises, Total, machin, je sais pas, Elferap, etc., Bouygues, Bolloré, Pinault, Lagardère, tout ça. Ils payent en moyenne 8% d'impôts sur alors que n'importe quel ouvrier paye 50%. Ici, au Canada, au Québec, en moyenne, c'est peut-être 18-20% maximum que les entreprises, alors qu'elles devraient payer 50% minimum d'impôts sur le revenu. Bon, aux États-Unis, c'est à peu près 25-30%. Alors que là aussi, ça devrait être 50%. Donc, à cause du fait que l'économie réelle s'est mise à rétrécir, 85, 90, etc., tout d'un coup, l'État s'est retrouvé avec beaucoup moins de moyens parce que les entreprises, pour continuer à être compétitives, comme on dit, ils ont commencé ça dans les années 85, il faut qu'elles éliminent les coûts. Alors, qu'est-ce que c'est les coûts les plus structurels, les plus importants? C'est le salariat. C'est ça le coût le plus important. C'est d'ailleurs même le seul coût structurel. Parce que la matière première, les machines, les ordinateurs, etc., les murs, tout le monde les paye au même prix. Vous ne pouvez pas être plus compétitif que votre entreprise voisine sur les murs de l'immeuble que vous achetez. Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes compétitif, entre guillemets, qu'en fonction de ce que vous payez moins à vos employés. Beaucoup de production. Pour leur faire produire plus que l'autre. Donc ils se sont mis à licencier, etc. Et on a appelé ça donc le néolibéralisme. Et là, ça a privé les États d'une énorme masse d'impôts qui est venue du salariat. Et on a appelé ça la crise de l'État. L'État n'a plus d'argent. Et cette crise s'est transformée en une autre crise qui est une crise de fin de complicité entre le monde de l'argent et le monde politique. Le monde politique, pour accéder au pouvoir, n'importe quel parti aujourd'hui dans le monde dit démocratique, évolué, nanti de l'Occident, n'importe lequel, pour même Bernie Sanders, qui se dit socialiste, il a dû ramasser 40 millions de dollars pour faire sa campagne. Aujourd'hui, il les a, 40 millions. Donc, il en a déjà dépensé peut-être autant. Il fut un temps où la classe politique avait se distinguait carrément des gens qui avaient de l'argent, etc. On tenait un peu... Oui, avec des petits dons, voilà, mais il a ramassé 40 millions quand même. Donc, de plus en plus, pour faire de la politique, pour accéder au pouvoir politique, il faut de l'argent. Cet argent venait d'où? Il venait des entreprises. Or, les entreprises en ont moins. Parce qu'ils sont obligés de licencier, sont obligés de couper, sont obligés de délocaliser, sont obligés de ceci, de cela, etc. Et en même temps, on a complètement libéralisé d'une manière folle, furieuse, les revenus dirigeants. Les dirigeants sont devenus des dieux. Et vous savez que, mon Dieu, en 2004-2005, où j'ai vu ces statistiques-là,
les salaires de nos PDG au Canada, horaires, variaient de 6 000 $ l'heure à 73 000 $ l'heure. Celui qui gagnait 73 000 $ l'heure, c'était un certain monsieur Gratton, PDG de je ne me rappelle plus quoi. Bon. Mais celui qui fait 73 000 $ l'heure, c'est Dieu ça. Il travaille plus que le bon Dieu. Moi, je suis sûr que le bon Dieu, il ne travaille pas autant pour 73 000 $ l'heure. Donc on est arrivé à ce qu'on constate aujourd'hui, Piketty, Stiglitz, etc., les énormes inégalités. Alors qu'est-ce que ces inégalités provoquent? Elles font que 1% de la population mondiale aujourd'hui, 65 personnes, possèdent la moitié de la valeur de la planète. Aux États-Unis, 1% possède plus que 80% de la richesse des États-Unis. 5% ou 10% possèdent 95% de la richesse américaine. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que le capital, l'argent disponible, est tellement concentré entre peu de mains qu'il ne circule plus. Donc, on consomme moins, on loue moins, on achète moins, on construit moins, ou alors on le fait tellement à crédit que ça donne des crises comme la crise de 2008. Ce à quoi on va arriver bientôt. Donc voilà, on va faire une petite pause et on revient. On continue cette discussion extrêmement intéressante avec le professeur à HEC. Vous êtes en train d'écouter l'émission L'Index sur Radio Québec Plus.